Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue à la conférence terrain innovant du mois d'avril. On est ici réunis pour parler des maths et des filles. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Jeanne Gagny, qui est donc rédactrice en chef du Café Pédagogique, qui organise ces conférences mensuelles en partenariat. Je vais peut-être juste faire une petite précision. On a aujourd'hui autour de une intervenante bilingue, mais qui fera sa présentation en langue anglaise. Je vous indiquerai un petit peu la marche à suivre pour avoir le sous-titrage simultané aux interventions. On n'a pas pu mettre en place une traduction simultanée, mais si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent activer en fait le sous-titrage simultané. En fait, dans votre barre en haut d'écran, vous avez donc les différents pictogrammes et vous avez trois petits points qui indiquent autres. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez la possibilité, en allant sur cet item, en fait, de demander à afficher les sous-titres. Donc, je vous invite à faire cette étape. Vous verrez, c'est parfois un peu... voilà, on sent qu'il y a une machine derrière et que ce ne sont pas des humains. Mais je pense qu'en tout cas, pour celles et ceux d'entre vous qui peut-être sont moins à l'aise avec la langue anglaise, vous aurez la possibilité comme ça de pouvoir saisir toute l'intervention. On fera aussi de notre côté un petit résumé des points saillants de manière à ce que la conversation et les interventions soient fluides. Donc, je passe la parole à Jeanne. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette conférence donc, dédiée aux filles et aux mathématiques, donc l'équation impossible. Vous noterez bien le point d'interrogation, puisqu'il s'agit d'en discuter, d'en débattre avec les différents éclairages que nous allons avoir aujourd'hui. Donc, pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir donc Laïla Bessila, qui est doctorante et qui a fait l'École des mines de Paris et qui fait une thèse en astrophysique, donc un exemple de fille scientifique, donc ça existe, on a une preuve. Christophe Hérault, qui est professeur de mathématiques au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Donc, il pourrait nous apporter son éclairage d'expert de terrain en prise avec les mathématiques et nous raconter, nous expliquer un petit peu les causes de ces différences entre les filles et les garçons et notamment la question de l'absence des filles qui sera un des sujets de cette conférence. Également, Ounam McCarthy-Fakri, qui donc, travaille à l'UNESCO, qui est spécialiste en question de genre et d'éducation. Et Franck Ramu, chercheur en sciences cognitives et directeur de recherche au CNRS, membre du CESEN, le Conseil scientifique de l'éducation nationale. On a entendu à l'automne beaucoup parler des mathématiques avec les résultats des évaluations internationales, TIMSS, donc qui ont pointé les mauvais résultats de la France de manière générale, mais qui a pointé aussi la question des inégalités de genre entre les filles et les garçons qui apparaissaient dès la quatrième. Les évaluations nationales, donc des services statistiques de l'ADEP, pointent également une différence entre les filles et les garçons et des inégalités qui apparaissent dès mi-CP, qui n'étaient pas présentes avant dans le système éducatif, donc, qui nous amène à nous poser des questions, des raisons sur ces inégalités, ces différences entre les filles et les garçons, que l'école creuse, point d'interrogation ou pas, je laisserai nos intervenants répondre à cette question, et des explications peut-être liées au genre, liées au genre en tout cas, pour expliquer ces différences. On va avoir deux moments dans cette table ronde. Un premier moment qui va être un tour d'horizon avec les éclairages de nos intervenants et pour dresser des constats et des explications, les réflexions, et un second temps qui sera dédié aux questions des quelles actions et des leviers possibles pour changer la donne. Alors, pour commencer, peut-être que Christophe Hérault, donc, qui est professeur de mathématiques au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris, donc, qui est un lycée avec beaucoup de spécialités scientifiques, pourrait nous apporter un éclairage vu de la classe, vu de la connaissance du système éducatif français. Comment expliquer alors, non pas uniquement ces questions de mauvais résultats, parce que c'est encore un autre sujet
tous ces résultats des élèves français en mathématiques. Mais en tout cas, la question de cette inégalité entre les filles et les garçons, cette différence entre les filles et les garçons, est-ce que elle peut être liée, l'absence des filles, puisqu'on on voit, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs qu'il n'y a que 24% de filles. Donc voilà, c'est aussi le résultat de tout un processus et d'une fabrication, en tout cas peut-être de l'école française. Est-ce que des réformes pourraient l'expliquer? Et notamment, il y a 3 fois moins aujourd'hui de filles qui font des mathématiques en terminale. Est-ce qu'en quel point c'est lié aussi à des réformes qui ont eu lieu au lycée ces dernières années? Qu'est-ce que vous pouvez observer, Christophe, dans vos classes? Et qu'est-ce qu'a pu apporter, en tout cas comme changement, quel rôle a pu jouer la réforme du lycée? Bonjour, bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Oui, donc moi je suis au lycée depuis un peu plus de 10 ans. Donc c'est un lycée, le lycée Pierre Gilles de Gênes a cette particularité que c'est qu'un lycée dit scientifique, à savoir que les spécialités qu'on propose en première, pour la première générale, c'est que des spécialités scientifiques. Donc parmi les 12 possibles, il n'y a que des spécialités scientifiques, avec une obligation assez logique pour les élèves de prendre la spécialité mathématique pour l'aspect première générale. Sinon, il y a 2 autres filières technologiques où les mathématiques ont aussi toute leur importance. Alors, en effet, il y a un avant et après la réforme, hein, c'est évident. Euh, alors, je vais vous donner juste des ressentis et pas forcément des données officielles. C'est que avant la réforme, donc j'étais toujours dans ce même lycée-là, il y avait à peu près 50%, quasiment la parité, voire parfois des années même plus de filles que de garçons dans les terminales S à l'époque. Ouais. Depuis la réforme, on est descendu, alors localement, hein, à 20%. Alors, tout ça s'explique essentiellement, enfin, d'après moi, par le fait que euh, les filles ont une appétence plus particulière pour la biologie, les SVT en général. Donc ça, on pourra revenir pourquoi, mais en tout cas, arrivée en seconde, elle se retrouve avec ce goût assez prononcé pour la SVT. Voilà. Donc c'est juste un constat. Après, il y a toujours des exceptions, mais c'est toujours un constat. Et le fait est qu'avec la réforme, quand on se retrouve avec... Parce qu'avant la réforme, en terminale scientifique, il y avait maths, physique, SVT. Voilà. C'était un triptyque. Avec cette réforme et avec l'abandon obligatoire d'abandonner la spécialité mathématique, ou autre d'ailleurs, eh ben, les filles se font généralement, choisissent pour certaines d'abandonner la spécialité mathématique parce que c'est pas leur matière où elles se sentent à l'aise. Et c'est ça, je pense que c'est important. J'ai remarqué, c'est pas une question de résultat en fait. Les filles arrivent à décorréler leurs résultats de leur ressenti et de leur aisance dans une matière, sans aucun problème. Alors que les garçons ne le font pas ça, du tout. Alors ça, ce que je dis bien, c'est empirique. Hein. Attention, c'est pas, j'ai pas fait d'études sociologiques sur le sujet, mais moi, ça, je remarque, les garçons n'ont pas du tout cette même appréhension par rapport aux mathématiques, alors que les filles l'ont, indépendamment des résultats. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, je suis professeur principal en seconde depuis 10 ans, quasiment. Donc, je vois avec la réforme que l'orientation est de plus en plus complexe. Et à chaque fois, je fais un sondage à mes élèves. L'an passé, j'avais 3 secondes sur 6, donc j'avais la moitié des élèves. Donc, ces sondages étaient assez pertinents pour mon lycée.
on se retrouvait avec les garçons qui souhaitaient aller en première générale avec la spécialité mathématiques. Quand ils avaient 12 de moyenne sur l'année en mathématiques, bah, ça ne leur posait aucun problème. C'était normal, ils disaient oui, voilà. Pour les filles, la barre était à 15. C'est-à-dire que les filles qui n'avaient pas 15 de moyenne en mathématiques en seconde n'avaient pas du tout l'envie, enfin, c'est mieux là. Voilà. Elles avaient l'envie d'aller en mathématiques, mais elles ne se sentaient pas capables en deçà de 15. Mais c'est frappant, cette frontière 15-12 est assez. Moi, ça m'a toujours marqué et étonné. Et, euh, et j'ai dû pousser une dizaine de filles, donc sur une centaine d'élèves, donc ça fait quand même 10%. C'est quand même non négligeable, je trouve, à ce qu'elles choisissent la spécialité mathématique, parce qu'elles avaient d'une part les compétences, d'une part la capacité de travail, et d'autre part l'envie en plus. Je veux dire, bien évidemment, mon rôle, c'est pas de pousser quand l'envie n'est pas là. Néanmoins, et juste pour conclure, j'ai remarqué que, en fait, cette peur, vraiment, c'est une peur presque viscérale de pas pouvoir, assurer en mathématiques, en spécialité, que ce soit en première et c'est encore pire en terminale. Et j'ai remarqué que c'est lié à la capacité de travail. À savoir que les filles ont une capacité de travail, en seconde en tout cas, là je parle je fais une généralité, hein, une capacité de travail supérieure, donc travaillent plus. Et donc elles se disent, mais si je travaille tant d'heures en seconde, eh ben, je vais devoir travailler en première beaucoup plus et en terminale encore plus. Donc je ne vais pas pouvoir. Alors ce qui est dans la progression, etc., ce qui est pas vrai du tout en plus, hein. Moi je leur dis à chaque fois, on peut avoir le même rythme de travail. Mais alors que les garçons, par exemple, se posent pas du tout la question. Mais vraiment pas du tout. Pour eux, c'est un non-sujet, la capacité de travail. Mais vraiment un non-sujet. C'est, voilà, on travaille suffisamment. Voilà. La grande majorité des garçons disent on travaille suffisamment. La quasiment totalité des filles, on travaille pas assez. Je parle que des mathématiques. C'est un constat assez marquant, je trouve. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu à quelques interrogations. Merci beaucoup, Christophe. Eh bien, est-ce que Leïla, dans ce qui vient d'être un petit peu, enfin décrit en tout cas dans les portraits robots dressés par Christophe des filles, du rapport des filles, finalement au-delà des mathématiques, même à l'école, est-ce que vous, peut-être vous pourrez nous dire un mot de votre parcours sur peut-être, est-ce que vous avez peut-être vécu ce que décrit un peu Christophe et quel rôle a pu jouer votre genre dans votre parcours et déjà, est-ce que vous êtes seul, enfin, est-ce que vous observez aussi l'absence de femmes dans votre univers? Oui, bien sûr. Donc, pour dire quelques mots sur mon parcours, je suis doctorante en astrophysique. Avant, j'ai eu un parcours assez classique dans le sens où j'ai fait une classe préparatoire en physique-chimie. J'ai intégré une école d'ingénieur. J'ai ensuite fait plusieurs masters qui m'ont mené vers un doctorat en astrophysique. Ce que je veux dire aussi, c'est que je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle Projet Mathilda, qui fait beaucoup de choses pour les femmes en sciences. Et j'ai écrit un livre récemment qui parle justement de plusieurs portraits de femmes en sciences. Donc, je côtoie aussi les jeunes d'une manière moins intensive, je dirais, que Christophe, dans le sens où moi, ça va être des interventions plus ponctuelles. Vis-à-vis des maths, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment ressenti le genre à proprement parler, dans le sens où on ne m'a jamais dit texto, ou j'ai jamais ressenti texto, « Ah, ça, tu ne peux pas le faire parce que tu es une fille ». Par contre, ce que je reconnais dans le témoignage de Christophe, c'est un peu la question de la confiance en soi. Et c'est quelque chose que j'observe aussi chez les jeunes filles avec qui j'interviens, c'est qu'en général, les filles ont beaucoup moins confiance en elles. En plus, quand on fait des sciences, dans des environnements où il y a des garçons, parfois les garçons prennent beaucoup plus la parole. Et personnellement, je sais que je ne participais jamais, je pense de la primaire jusqu'à mon
master, même en doctorat, si j'ai des cours maintenant, je lèverai jamais la main pour poser une question, alors que les garçons, ils osent beaucoup plus faire ce genre de choses. Donc, je pense que c'est un peu ça que j'ai remarqué de mon parcours personnel vis-à-vis des garçons. Par contre, j'ai eu quelques freins. Pour moi, les freins, ils n'étaient pas liés spécialement à mon genre. De mon point de vue, c'était plutôt lié à mes origines socioculturelles. Je suis issue de l'immigration. Et donc, souvent, les profs projetaient sur moi que j'allais pas faire de sciences spécialement. Et donc, c'est plutôt ça que j'ai ressenti à certains moments. J'avais donné un exemple dans la préparation avec Jeanne. Par exemple, il y avait un club de maths pour les gens qui étaient assez forts quand j'étais en terminale. Et j'étais dans les meilleurs de la classe, mais j'avais pas été conviée à ce club-là. J'avais parfois des remarques en école d'ingénieur. J'ai eu beaucoup de remarques sur le fait que j'étais certainement en quota et que si j'étais là, c'est pas parce que je méritais ma place, mais parce que de part du fait que je cochais beaucoup de cases de la diversité, on m'avait certainement encouragée, on m'avait certainement mise là alors que j'avais pas les compétences. Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup cru dans mon parcours et maintenant je me dis un peu qu'en fait on s'en fiche, que je sois là à cause d'un quota ou pas, je pense pas que ça change grand chose, que j'ai les compétences ou pas finalement, je fais de mon mieux et puis on verra bien ce qui se passe. Et c'est un message que je donne aussi souvent aux jeunes parce qu'en fait les jeunes que je rencontre, elles se sentent beaucoup pas à leur place. On a beaucoup ce qu'on appelle maintenant le syndrome de l'imposteur de « Ah, je suis quelque part, mais peut-être que en fait, je suis là parce qu'on m'a favorisé, parce que c'est pas juste, parce que ceci, cela ». C'est quelque chose qui est très présent chez les jeunes auprès de qui j'interviens en prépa scientifique ou en école d'ingénieur. Et voilà, je pense que c'est pas un problème, il faut juste dire que chacun a sa place, finalement. Mais merci beaucoup, Leïla. Eh bien, Ona McCarthy, c'est justement un peu, enfin, c'est l'objet de vos travaux, cette question du genre et l'éducation. Donc, ça a été très bien dit par Christophe et Leïla. Les filles et les garçons, même à résultats égaux, en tout cas, ont un ressenti différent. Et puis, donc, ce qui manifestement, en tout cas, se traduit après par des écarts de réussite entre les garçons et les filles qui se creusent au fil du temps. Et donc, qui influence la confiance des filles, leur choix de carrière et leur représentation dans les domaines scientifiques. Et quels sont, d'après vous, les principaux facteurs à l'origine de cet écart et quel est le lien avec le travail que vous menez à l'UNESCO sur l'égalité des genres dans l'éducation? Merci beaucoup, Jeanne, et bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici. Je suis très désolée, mais mon français est basique, donc I will speak in English, but thank you for your patience. I have an Irish accent, so I will speak slowly and clearly. Please let me know and interrupt if I'm going too fast. I have prepared some slides to help with the presentation, so please give me one moment and I will get them up. C'est bon? Oui, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci. Okay. Yes, you said that the boys and girls at young ages perform equivalent. There's no difference. So really, we need to first realize that the biological makeup of female and male brains from birth, there's no difference. There's been a lot of research done into the physiology of it, hormones, neurological research, and there really is no difference. There's no gendered reason for boys or girls to be better in STEM fields or any subject. There's no innate ability for boys in STEM fields. So that is the first myth that we need to address with everyone. Sorry to get into data straight away, but it really helps explain the situation. So we have in UNESCO, we look at data a lot, and there is a study, a global study done by the OECD. It's called the PISA study. I'm sure a lot of people are familiar with it. And it looks at the abilities of 15-year-olds, boys and girls, in reading, science, and maths. And as the graph here shows, they look at the gender parity index,
And the Gender Parity Index is a measurement of the disparities between boys and girls in education fields. So that could be in performance, or it could be in the number of boys and girls. So a gender parity index of 1 is when there is perfect parity between boys and girls. So when it's above 1, girls are outperforming boys or outnumbering boys. And if it's below 1, boys are outnumbering or outperforming girls. So looking at this, this graph shows the skills of 15-year-old girls and boys across a number of selected countries. I've highlighted France. Apologies, I know it's quite difficult to read all the countries, but as you can see, there are 2 levels shown here on the graph. There's some white circles and some purple circles. The white circles are showing the results at basic maths level and not advanced maths. Advanced maths is shown by the purple circles. So as you can see, for at basic level, the white circles, girls and boys perform pretty equally at age 15, but at advanced levels, it's the boys outperforming the girls. And of course, then these sorts of performances at this age, it's a very delicate age, and it's when you may choose a career, you may choose your tertiary study, and in general, if you're not performing well at in a particular subject, you're not going to pursue advanced studies in it. So what we see, let's just change my slide. What we're seeing is that although actually more females than males graduate with degrees, there's far fewer females graduating with a degree in a STEM field. And this really matters because for a priority for many countries around the world, we want to encourage more girls to choose STEM studies at tertiary level. If we look at the results, actually only about 35% of STEM graduates globally are female. And that actually changes from region to region. In some regions, it can go down to 25%. It also varies across fields. If we look at engineering, it can sometimes dip to 15%. And it also varies across from high income countries or low income countries. Even in high income countries, such as France, in postgraduate studies in physics, for example, it can dip to 20%. But why is this happening? Well, I have some more data as well to show you the results of France compared to the rest of the world. So I said on average 35% across the world are females graduating in a STEM field. And in France, that's just hovering just below 35, about 32%, which is just an interesting data point in this discussion. So why is it that this is happening? UNESCO has done much research into this, and so have many others. One of our original reports, which was produced in 2017, called Cracking the Code, put together this diagram to show all the factors that can influence the choice of STEM field for girls. And it really looks at from the learner level, what's happening in terms of the learner's language and spatial skills, their exposure to stereotypes. It then looks at family, what's happening at the family level, parental influences. Then it looks at school level and how the learner's experience in school can impact them. And then it looks at society. So then, of course, within this ecosystem that can have an impact on the choice of a STEM career, you also have a different experience as a child grows up. In the very early years, from the very beginning, if they're born with equal capabilities in STEM fields, boys and girls are exposed to different things as they grow up. At very early years, there's maybe perhaps less
STEM toys available for girls, there's less encouragement. Then when the children move into primary school, perhaps there's some unconscious biases from the teachers, or less expectations that for girls to be interested in or performing well in science and maths. And then you hit secondary level, where the societal impacts come more into play, and there's less role models available, and there's the feeling of doubt coming in, and also when we look at maths, there's this concept of maths anxiety, which is a very interesting thing to take into account. We have another set of data that shows the level of maths anxieties in 15-year-olds. And this was taken from the same set of data from the PISA studies. So at age 15, the purple circles in this case are female, and the white circles are male. And they developed an index of mathematics anxiety by asking the students questions about how they feel about maths. And they developed this data set. And you can see actually for the purple circles is where the females are showing more anxiety levels in maths compared to the males. And if you're feeling anxious about something, you're not performing well, and obviously you're not going to enjoy the classes, and you're not going to end up choosing a career that is heavy in maths studies. So all these things come into play. So the question is, what can we do about it? So moving on to the solutions. The first one is to look at the learning environment, and this is what a lot of our work that we do in UNESCO is. And again, just to make the point, my work is a lot on the global level. So we do a lot of work in Africa and Latin America. So although I'm based in Paris, that's why my French is still lagging behind. So bear with me as I move through this. So if we look at the learning environment, what we look at and what we tend to look at is the teaching pedagogies. We can introduce what we call gender responsive pedagogies. This gender responsive means that teachers can respond to the needs of all genders in the class. And that could be by using inclusive vocabulary. It could making sure that there's images of both male and females in textbooks, and also making sure that there's equal access and opportunities in the classroom. If you can move one step further than that, called gender responsive, gender transformative pedagogies, that's when we're challenging the gender stereotypes that may exist. So not only is there a textbook that shows maybe a female scientist, the teacher could ask or spark debates and questions on why are there fewer women choosing STEM fields. So that's what we call gender transformative pedagogy. But it's not really just enough to address the gender issues that may be happening in the classroom. We need the magic ingredient, which I feel is also missing, is to increase the use of engaged learning techniques and move away from traditional teaching techniques, and couple with the gender responsive pedagogy, we need to use hands-on learning, real world applications, and collaborative learning as well, because females and girls often learn better when they're in a group. They want to belong. The feeling, that need to belong to a community is very strong for girls. So we need to really couple gender responsive pedagogies with engaged learning and modern teaching techniques. So I will wrap up. I know I'm taking too much time. We also need to involve parents. And also within the society, we need to increase the visibility of females following mathematical careers and STEM careers in general. If we cannot see it, we cannot be it. So we need to increase the profile of female mathematicians. UNESCO does a lot of work in building knowledge on this area so that we can make evidence-based decisions.
So there's a lot of publications. We've had a lot of publications on this area. I think somebody has a list that we can drop into the chat with links to all of these publications. So please check the chat for that. And I will finish up with that. Thank you. Mais merci beaucoup, Una. Alors vous avez un petit peu avancé plus vite que la musique, en tout cas plus vite que prévu sur la question des solutions. Donc on y reviendra avec les autres intervenants. Avant cela, Franck Ramu, peut-être j'aurais 2 questions à vous adresser. La première, elle concerne justement la question des différences ou des inégalités. Est-ce que selon vous, ces différences observées entre les filles et les garçons sont des différences cognitives? Et la deuxième, je la glisse tout de suite pour vous laisser la parole, avec un petit retour en France et sur un travail que mène une doctorante de votre laboratoire, que vous suivez dans le laboratoire, sur les différences entre les garçons et les filles et les résultats au CP. Donc peut-être revenir un petit peu avec un petit focus sur la situation française après avoir eu un tour d'horizon plus mondial dans l'intervention précédente. Ok, oui, merci. Donc, de mon point de vue des sciences cognitives, la question des différences de performance en mathématiques entre les garçons et les filles, c'est une question compliquée. On a un certain nombre d'éléments d'explication, dont certains sont associés à des niveaux de preuve plus ou moins grands, mais ça reste pour moi une question qui n'est pas entièrement résolue. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a des facteurs sociaux importants qui sont des freins à l'orientation des filles dans les filières scientifiques, hein, et ça ne date pas de la dernière réforme du lycée, puisque moi, quand j'étais en école d'ingénieur, il y avait 10% de filles, donc le problème est quand même ancien. Il y a plein de freins, hein, bien évidemment, et la question de la confiance en soi des filles a été soulevée. Donc, il n'y a à peu près aucun doute là-dessus. Cela dit, je pense qu'on ne peut pas non plus balayer d'un revers de main la possibilité qu'il y ait de véritables différences cognitives entre les garçons et les filles qui contribuent à ces différences de performance en mathématiques. Personnellement, je pense qu'on n'a pas la conclusion définitive, mais il existe quand même des données sur les différences entre les sexes en termes de capacité visuospatiale, par exemple rotation mentale dans l'espace. Qui, selon certaines données, apparaissent extrêmement précoces dans le développement, sont influencés par des taux d'hormones sexuelles. Donc, il peut y avoir des facteurs biologiques très précoces qui induisent certaines différences cognitives. Les données sont partielles, on va dire. Donc, on ne peut pas dire qu'on ait la preuve définitive que c'est vrai, mais on ne peut pas non plus juste ignorer ces données, les balayer d'un revers de main. On a plein de données sur des différences cérébrales entre les sexes aussi. Je suis même l'auteur de la plus grande étude sur le sujet où on montre qu'il y a des différences dans 2/3 des régions cérébrales entre hommes et femmes. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas non plus, même si on ne peut pas non plus affirmer qu'elles expliquent des différences en mathématiques. Donc, après, la question, c'est qu'est-ce que tout ça explique des différences en mathématiques qu'on voit émerger dès le CP? Et là, c'est vraiment compliqué. Et de toute façon, les mathématiques, c'est un objet culturel extrêmement complexe qui a plein de composantes. Il y a l'arithmétique, il y a la géométrie, il y a des choses encore beaucoup plus abstraites. Et du coup, ça implique un peu toutes les fonctions cognitives. Ce n'est pas juste une fonction cognitive qui va contribuer aux mathématiques. Bien sûr, les compétences visuospatiales jouent un rôle, mais les compétences langagières aussi jouent un énorme rôle parce qu'on raisonne en langage humain. Et il se trouve qu'en langage, c'est souvent les filles qui sont en avance sur les garçons dès le début du développement. Donc, elles pourraient avoir tout à fait un avantage là-dessus. Et puis, il y a d'autres compétences, la mémoire de travail qui rentre en jeu. Donc, on voit que, on peut pas juste… ça va être difficile d'expliquer des différences dans un objet aussi complexe que les mathématiques, même si on pense qu'il y a certaines différences cognitives dans certaines fonctions particulières tôt dans le développement. Donc voilà, moi je dirais n'excluons pas
potentiellement des différences cognitives, mais en tout cas, c'est sûr que ça va certainement pas expliquer toute l'histoire. Et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut prendre en compte des facteurs sociaux qui peuvent aussi faire émerger des différences de performance scolaire. Donc, par exemple, la socialisation de genre. Tout le monde sait que on n'élève pas les garçons et les filles de la même manière, qu'on ne s'adresse pas aux garçons et aux filles de la même manière. C'est vrai dans la famille, c'est vrai à l'école. Donc, ces données d'observation de comment l'environnement est différent pour les garçons et les filles, elles sont parfaitement établies et incontestables. Après, là où je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire, c'est dans la démonstration que ces différences dans l'environnement des garçons et des filles ont un effet causal sur leurs différences de performance à l'école. Là, je pense que les données sociologiques restent un petit peu faibles. Ce sont surtout des corrélations, en gros, mais la démonstration de l'effet causal, elle est rarement apportée. Et c'est pour ça qu'avec une de mes doctorantes, son projet a été d'essayer de tester un petit peu certaines de ces hypothèses. Donc, par exemple, l'hypothèse selon laquelle la socialisation de genre contribuerait à ces différences. Par exemple, on se dit, bah voilà, aux filles, on va donner des poupées et on va les inviter à faire des activités plutôt sociales. Aux garçons, on donne des ballons et des choses à lancer. Et donc, ça ne va pas développer les mêmes compétences cognitives. Et ça pourrait être un facteur qui va promouvoir certains apprentissages plus que d'autres de manière différente entre les garçons et les filles. On a voulu tester cette hypothèse dans la cohorte ELF. Donc, il y a une cohorte de plus de 10 000 enfants français suivis depuis la naissance. Les parents ont rempli des questionnaires très longs sur tout ce qu'ils font avec leurs enfants depuis la naissance, y compris les activités, les jeux, etc., plus ou moins genrés. Et on a essayé de tester cette hypothèse. Dans quelle mesure est-ce que le fait de jouer plus à la balle ou plus à la poupée avait un impact sur les performances en mathématiques et dans quelle mesure ça expliquait les différences entre garçons et filles. Dans cette étude, on a trouvé que ça n'expliquait strictement rien des différences entre les garçons et les filles. Et nous avons été les premiers surpris parce qu'on attendait que ça explique quelque chose. Donc, sur cette hypothèse-là, bon, notre étude est loin d'être parfaite, mais en tout cas, vu la manière dont on l'a testée, on ne trouve rien. On trouve un autre effet qu'on avait un petit peu moins attendu, qui avait trait à l'organisation genrée de la famille. C'est-à-dire, on a questionné les parents aussi sur comment ils étaient organisés à l'intérieur de la famille, qui faisait quoi. Donc, est-ce qu'on est dans des familles extrêmement stéréotypiques où la maman s'occupe des enfants et des repas et le papa s'occupe des réparations, en gros, ou est-ce qu'on est dans des familles qui sont contre-stéréotypiques et où c'est une répartition des tâches exactement inverse, ou n'importe où sur ce continuum, on a fait un indicateur d'organisation genrée de la famille à partir d'un grand nombre de questions. Et là, on a trouvé qu'il y avait un petit effet, effectivement, que c'était dans les familles qui avaient l'organisation genrée la plus stéréotypique que les filles avaient une petite perte de performance en mathématiques par rapport aux garçons. D'ailleurs, je pourrais même vous partager la diapo pour vous montrer un petit peu, si j'y arrive. Le résultat n'est pas inintéressant. C'est laquelle? Hop, on va voir si c'est la bonne. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir ma diapo là. Oui. Voilà, donc ce que vous voyez sur l'axe des X, c'est cet indicateur d'organisation genrée de la famille, avec les familles les plus stéréotypées à gauche et les moins stéréotypées, anti-stéréotypées à droite. Et ce que vous voyez sur l'axe des Y, c'est les performances en mathématiques, des filles en trait plein et des garçons en trait hachuré. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est OCP. L'organisation genrée de la famille n'a aucun effet sur les performances en maths des garçons, mais elle a un effet sur les performances des filles, avec les filles qui sont dans les familles les plus stéréotypiques, qui montrent un écart important avec les garçons, alors que dans les familles les moins stéréotypiques, il n'y a pas d'écart. Et on voit cet effet en maths, mais pas en français qui est en dessous, et en CP, mais pas en moyenne section de maternelle. Voilà. Donc, c'est un effet intéressant ou qui montre finalement, qui approche de la démonstration d'un effet causal de l'environnement genré sur les performances en mathématiques des filles. Cela dit, une fois qu'on a montré ça, on est encore loin d'avoir expliqué tout le problème, parce qu'en gros, avec ce facteur-là, on arrive à expliquer à peu près 5% de la différence entre garçons et filles au cours préparatoire. Donc voilà, c'est pour dire que
je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert. On a le droit de considérer à la fois des facteurs biologiques et des facteurs sociaux dans l'explication des différences garçons et filles. Et dans les deux cas, il faut être exigeant avec le niveau de preuve et demander des preuves qui aient des effets causaux. Et on sait que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile qu'on considère des hypothèses biologiques ou des hypothèses sociales. Donc voilà, je viens de vous en montrer un petit exemple. J'en ai quelques autres si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Franck. Alors, vous avez évoqué dans les deux dernières interventions, et même auparavant, la question de la culture, la question des facteurs sociaux. Donc, ce qui en vient à la question de l'éducation, bien sûr. Et donc, justement, en termes de leviers, donc des leviers pédagogiques, des leviers éducatifs, est-ce qu'on pourrait peut-être s'attarder un petit peu sur ce point-là? Et à savoir peut-être à commencer avec Christophe sur des leviers pédagogiques et éducatifs pour accompagner les jeunes filles, justement à rendre peut-être les mathématiques accessibles. Oui, donc moi je vais vous parler de ce que je fais, mais peut-être que c'est mal, peut-être que c'est voilà, mais alors moi je crois quand il y a une disparité forte entre les garçons et les filles au niveau des effectifs, moi au début de l'année, je pose la question aux filles et je demande qu'aux filles, c'est-à-dire que les garçons ne sont pas dans la classe à ce moment-là, si elles veulent être devant. Voilà. Elle me dit, voilà, si elles veulent être devant, voilà, justement pour favoriser la participation orale, des choses comme ça. Toutes, sans exception, disent oui. Toutes. Quel que soit potentiellement leur caractère un peu timide ou effacé, ou au contraire exubérant ou pas, voilà, toutes. Et donc, du coup, quand je fais une opération, c'est-à-dire la deuxième séance, je mets toutes les filles devant. En l'expliquant aux garçons, là, du coup, en leur disant, voilà, il y a une telle disparité que ça crée forcément une ambiance où la répartition de la parole n'est pas bonne. Donc, les filles sont devant parce qu'elles sont plus à même, du coup, de participer au cours, de lever la main, des choses comme ça. Je le vois hein, rapidement. Parce que quand les classes sont assez, disons, quasiment équiréparties, ce qui arrive, on se retrouve avec les filles qui se retrouvent au fond, comme les garçons, certains ne participent pas. La participation orale en mathématiques, en tout cas au lycée, même au collège, est primordiale. Est primordiale pour avoir cette aisance que les filles recherchent, comme les garçons d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose que je fais de façon un peu autoritaire, disons. Mais les garçons le comprennent parfaitement. Hein. Je veux dire, c'est pas. Je leur dis voilà, c'est comme ça. Et ça se passe très bien. Dans ma classe là, de première là, générale, les filles sont toutes. Bon, elles sont 8 sur 35, c'est pas beaucoup. Eh ben, elles sont toutes au premier rang. Toutes. Et donc, les garçons participent toujours. Hein. Mais les filles participent plus. Donc c'est quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est une action, disons, une action proactive par rapport à ce que je fais. Et puis après, il y a, je pense que les enseignants hommes doivent se poser des questions. Moi, je me pose des questions, mais sur le genre, etc., et sur l'enseignement des mathématiques. Je vais vous donner juste un exemple concret qui s'est passé très, très récemment. Je voulais travailler sur des scores en sport, parce que c'est intéressant en mathématiques, bref, peu importe, ça, c'est les mathématiques. C'est très intéressant. Et pour que ça soit intéressant, je voulais que les scores soient pas, on augmente de 1 à chaque fois, comme le foot ou le handball, etc. Et donc, j'ai choisi le rugby, parce que le rugby est très intéressant mathématiquement parlant.
parce que c'est 3, 5, 7, enfin bref. Et je me suis posé la question, pourtant je pense être assez au fait des biais de genre, etc. Mais est-ce que ça va intéresser les filles? Parce que c'est du rugby. Et je me suis quand même posé la question, et je me suis dit, mais pourquoi je me pose la question? Et en fait, je l'ai quand même fait, et en fait, ça s'est parfaitement passé. Parce que je m'attendais peut-être, alors que les filles disent, mais oui, mais ça, c'est un sport pour les garçons, etc., de ne pas rentrer dans l'activité mathématique. Et au contraire, ça s'est très bien passé. Donc, ce que je veux dire, c'est que le fait que je me pose la question, j'y vois peut-être un problème, et c'est ça que les hommes, les enseignants hommes aussi, on a tous des biais, et il faut essayer de casser ces biais-là, je pense. C'est difficile, hein, c'est très difficile, pour trouver des activités qui plaisent aux filles et qui ne voient pas une espèce de stigmatisation parce qu'elles sont des filles ou pas. Voilà ce que je peux dire des 2 actions un peu que je fais, mais bon, je suis pas sûr que je sois dans le vrai. Merci Christophe. Alors, on a un exemple là justement de levier pédagogique ou le rôle que peut avoir un enseignant pour accompagner les filles, rendre les mathématiques plus accessibles ou accessibles ou en tout cas attractives. Leïla Bessila, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes présidente vous avez créé, vous êtes présidente d'une association qui intervient en milieu scolaire. Donc, comment vous accompagnez les enseignants, l'école, pour quelles raisons? Et donc peut-être nous parler un petit peu de ces ateliers et de leurs objectifs. Et donc, le livre, on le mettra également, il s'appelle Audacieuse, on le mettra également dans le chat et on pourra partager la référence. Merci. Donc, nous, on agit à différents niveaux. Un atelier qu'on fait très souvent, c'est un atelier sur les stéréotypes en sciences. En fait, on pose la question à des jeunes. Alors, on ne prend pas spécialement des groupes non mixtes. On prend des petits groupes, mais avec mixité, et on pose la question à des jeunes. Qu'est-ce que c'est pour vous une personne qui travaille dans les sciences? Et là, on a plein de réponses très, très stéréotypées. Des gens qui ont des blues, qui sont pas drôles, qui sont vieux, qui sont savants fous. On a plein de choses comme ça. Et on essaye en fait de les faire discuter un peu sur ces stéréotypes, sur pourquoi ils pensent ci, pourquoi ils pensent ça. Et souvent, on essaye d'encourager la prise de parole de tout le monde. Il y a beaucoup de résultats très intéressants qui viennent de ça, juste en faisant en sorte que les jeunes réfléchissent à ces stéréotypes de « Ok, pourquoi moi je pense ça et toi tu penses l'inverse? Est-ce que ça influence ma vision des mathématiques, etc. » Et c'est vrai qu'on se rend compte que souvent les filles nous disent plus particulièrement que les maths sont dures. Alors, autre chose que j'ai envie de partager avec vous, parce que je pense que c'est intéressant du point de vue de la pédagogie, je participe parfois à des séjours qui sont faits en non-mixité avec uniquement des filles qui sont des séjours scientifiques. Et là, ce dont on s'est rendu compte dans ces séjours-là, l'objectif, en fait, c'est qu'il y a un thème scientifique de la semaine. Donc, en l'occurrence, là, le thème de la dernière, c'était l'astrophysique et l'écologie. Et en fait, très souvent, les filles ont très, très peur des maths. C'est-à-dire que les activités scientifiques, c'est un peu ce que décrivait Christophe. La biologie, c'est cool. Quand il y a des expériences, ça va à peu près. Par contre, dès qu'il y a des maths ou de l'informatique, ça ne me plaît plus du tout. Et en fait, pour plein de raisons, on essaye de les faire communiquer par écrit en faisant des dessins et des schémas. Et en fait, c'est un truc qu'elles adorent. Elles adorent tout ce qui est créatif. Et donc, en fait, il y a plein de moments où on s'est rendu compte que l'aspect scientifique, ça les embêtait un peu. Mais en les encourageant à restituer leur activité de maths ou d'informatique sous une forme créative avec des schémas, en fait, ça les implique beaucoup plus. Et c'est autre chose que j'ai remarqué. Je discutais avec la présidente d'une association qui, elle, fait du code pour les filles. Elle s'est rendue compte un peu de la même chose que les filles, quand on leur dit « Ok, faites du code pour je sais pas, programmer le robot, ça les intéresse bof, mais par contre, quand on leur dit fais ton site web avec un peu de design, etc., ça les implique un peu plus. Donc, je pense que c'est aussi intéressant de réfléchir, comme disait Christophe, à des applications des mathématiques ou de la physique, peu importe les sciences, mais qui peuvent toucher tout le monde et qui vont peut-être stimuler chacun et chacune un peu différemment. Et donc, l'aspect créatif pour les filles, de ce que j'ai observé, c'est quelque chose qui a l'air de bien marcher. En tout cas, nous, on essaye de miser un peu là-dessus. Merci beaucoup, Leïla. Donc, la place, effectivement, de la vulgarisation des ateliers, de la sensibilisation. Donc, on voit vraiment la question de l'éducation
à l'égalité aussi, hein, il y a pas mal de... Il y a vraiment qu'il y a un enjeu majeur là. Est-ce que, Franck Ramu, peut-être pour compléter votre intervention précédente, en termes de levier et de perspective, qu'est-ce que vous pourriez esquisser comme proposition? Ouais, bah de manière générale, effectivement, à chaque fois qu'on identifie un facteur dont on pense il peut être une cause, au moins partielle, des différences de performance en maths, on a envie d'agir sur ce levier. Enfin, c'est ça que ça suggère, en tout cas. Euh, donc, c'est aussi pour ça que c'est important de bien établir l'effet causal de ces facteurs. C'est que s'il n'est pas bien établi, on peut toujours essayer d'agir sur ce levier, ça risque de pas marcher. Donc, en tout cas, c'est vrai qu'avec ma doctorante, Lila Gurgan, on a essayé de faire ça au cours d'une intervention. Donc là, c'était une intervention qui consistait en une formation proposée aux enseignants de CP. Et l'idée, c'était d'essayer de prévenir l'apparition de ces différences garçons-filles en mathématiques qu'on voit émerger au cours du CP dans les évaluations nationales, comme dans la cohorte ELF. Donc, c'est un effet bien confirmé. Et donc, pour ça, on s'est inséré dans la formation académique statutaire des enseignants de CP dans 3 académies. Et donc, on leur a proposé 6 heures de formation spécifiquement sur les inégalités garçons-filles en mathématiques, en leur communiquant tout ce qu'on pensait savoir sur le sujet, les stéréotypes de genre, les différences de confiance entre garçons et filles, enfin voilà, tous les facteurs qui ont été évoqués ce soir, finalement, on a essayé de les encapsuler dans une formation en alternant à la fois les résultats factuels sur ces facteurs et des recommandations pédagogiques sur comment les enseignants, à leur niveau, pourraient contribuer à diminuer ou compenser ces facteurs. Sachant qu'évidemment, une partie du problème est en dehors de la salle de classe, hein, ça vient de la famille et de toute la société, mais les enseignants aussi peuvent contribuer à ça à leur niveau. Et donc, c'est important qu'ils prennent conscience des stéréotypes, qu'ils prennent conscience de la manière dont ils peuvent traiter les garçons et les filles de manière différenciée et qu'ils essayent d'agir aussi là-dessus. Et donc voilà, on leur a proposé 6 heures de formation dans un groupe d'enseignants. Évidemment, c'était un essai randomisé contrôlé. Donc il y avait un autre groupe d'enseignants qui recevait une formation de didactique des mathématiques par une formatrice extrêmement expérimentée. Et puis un troisième groupe contrôle qui suivait simplement une autre formation au catalogue académique, des formations en mathématiques pour la même durée de 6 heures. Et nous n'avons pas les résultats définitifs de cette étude, donc je ne peux pas vous les donner. On a des résultats préliminaires qui ne montrent pas grand-chose, pas tellement de différence entre les 3 groupes, mais on peut espérer que quand on aura les données complètes, on verra quelque chose. Mais cela pour dire que c'est en fait pas si facile que ça d'essayer d'intervenir sur ces facteurs et de faire bouger concrètement les résultats en mathématiques des élèves. Et bon, après, voilà, notre intervention, elle est loin d'être parfaite. C'est une formation qui dure 6 heures, mais elle est quand même relativement légère. Elle a été faite à distance. Et évidemment, il n'y a pas eu d'accompagnement, de supervision. Il n'y a personne qui est allé dans les classes avec ses enseignants pour vérifier ce qu'ils faisaient vraiment, est-ce qu'ils changeaient leur pratique, pour les conseiller, leur donner du feedback, etc. Tout ça pourrait renforcer l'effet de l'intervention. Donc là, on était dans des conditions beaucoup plus light, on va dire, mais qui étaient en même temps des conditions réalistes si on pense à un passage à l'échelle et à un déploiement total de ce genre de formation. Donc voilà, je pense que c'est bien de dire aux gens ce qu'il faut faire, mais c'est encore mieux d'essayer de tester si on pourrait avoir une action efficace, parce qu'à la fin, bien souvent, on peut s'illusionner aussi sur l'impact réel qu'on va avoir quand on fait ce genre de choses. Merci. Alors, avant de voir s'il y a une ou deux questions qu'on peut prendre parmi les participants, peut-être un dernier tour de table virtuelle pour voilà, dire un mot sur ce qui n'aurait pas été dit ou selon une question qui n'aurait pas été posée, ou bien le cas échéant, si on reprend la question de départ de la table ronde, à savoir filles et mathématiques, une équation impossible, point d'interrogation. Je vous laisse y répondre par une phrase. Donc, en commençant par vous, Christophe, je vais reprendre le même tour. Je désigne, je fais comme à l'école.
Oui, donc en un mot, moi je crois que même au lycée, on peut changer les choses. Alors localement, c'est pas une vision globale, mais alors c'est peut-être prétentieux de ma part, mais je crois qu'on peut essayer de, si quelques filles arrivent à prendre un peu plus confiance en elles et pour après suivre en fonction de leur envie et leurs possibilités, je trouve que c'est très bien. C'est très bien de commencer dès le jeune âge, mais je pense que aussi les enseignants peuvent se dire que même au lycée, même en terminale, même après, on peut, je pense, changer, certes à la marge, mais ça peut changer, je pense, beaucoup de choses. Et juste pour finir sur vis-à-vis des parents, je reviens sur le diapo du départ qui était très très intéressant. Les parents, pour vous donner un ordre d'idée, à chaque fois que je rencontre des parents, pour les réunions parents propres, etc., mais tous sans exception, c'est pas, voilà, tous sans exception, ils me parlent d'eux et de leur relation aux mathématiques. Tous. Et donc, moi ça m'intéresse pas, les parents. Je leur dis, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les élèves. Et donc, mais tous, à dire, ah bah oui, c'est voilà, ça ne m'intéresse pas. Et donc, et ça, c'est quand on est prof et en réunion parents-professeurs, de dire, voilà, mais là, on est là pour. Et donc, c'est vraiment, et notamment en mathématiques, c'est très exacerbé. Et puis, les mathématiques créent une tension, je trouve, et cette tension est encore plus exacerbée chez les filles. Là, c'est la saison, l'impression que j'ai. Merci. Merci Christophe. Leïla. Oui, en effet, je pense que toutes les actions sont bonnes à prendre. Après, comme disait Franck, c'est très important d'avoir des études scientifiques derrière qui mesurent l'impact. Mais pour faire aimer les mathématiques à des jeunes filles ou même des jeunes garçons, il peut suffire de pas grand-chose. Parfois, c'est une rencontre, une manière de parler différente, une manière d'expliquer un exercice qui a particulièrement intéressé les jeunes. Donc, je pense qu'il faut tester des choses, voir ce que ça marche. En effet, ça peut marcher à une petite échelle et ensuite faire les mesures d'impact parce que c'est important pour pouvoir donner des idées à d'autres. Merci. Ouna, est-ce que vous voulez compléter? Oui, merci beaucoup pour tout ça. C'était très intéressant. Désolée, je n'ai pas suivi exactement tout, mais je suis très contente de voir que tout le monde est engaged in this conversation. Merci. Merci beaucoup. Et Franck? Oui, bah, disons, j'ai envie de conclure en disant c'est tous les freins qu'on identifie à la participation des filles dans les études scientifiques et dans les carrières scientifiques, clairement, il faut les lever. Après, je pense aussi qu'il faut respecter les choix individuels. Les hommes et les femmes ont le droit d'avoir des préférences différentes. Et si c'est le cas, bah, il ne faut pas forcément s'attendre à trouver 50% d'hommes et 50% de femmes dans absolument toutes les filières et dans toutes les carrières. Parce que sinon, si on veut avoir 50% de femmes informaticiennes et 50% d'hommes orthophonistes, on va être obligé de contraindre les gens. Et je ne suis pas sûr que ce soit ça exactement qu'on ait envie de faire. Mais voilà, donc balayons tous les freins possibles et laissons les gens choisir comme ils le veulent. Merci beaucoup. Alors malheureusement, le temps manque, mais la question des quotas aurait été intéressante à creuser un petit peu avec vous toutes et tous. Bon, mais en 1 heure, on ne peut pas tous dire. Alors, parce qu'il y aurait une question, on a encore quelques instants, comme on a commencé en retard. Si quelqu'un dans les participants ont une question, vous pouvez l'indiquer dans le chat ou lever la main et on vous donne la parole. Il y a aussi une contribution dans le chat sur, notamment sur les gestes professionnels donc Lydie qui dit que c'est très difficile pour les enseignants de s'interroger sur leurs gestes professionnels en classe et qu'on a tous l'impression de faire le nécessaire. L'idéal serait de s'observer à deux avec des critères spécifiques. Et elle mentionne la toile de l'égalité de la chercheuse Isabelle Collet.
Oui. Est-ce que ça vous fait réagir les uns les autres présents? Donc ça rejoint un petit peu la question du temps, en tout cas, voilà, ce temps qui manque souvent aux professeurs et dans l'éducation, des temps de concertation, des temps de formation. Vous l'avez évoqué, Franck Ramu, cette question de la formation. Je vois que vous levez la main. Oui, parce que ça correspond aussi à ce que disent les enseignants français dans les enquêtes Thalys de l'OCDE, qui montrent que parmi tous les enseignants du monde, les Français sont parmi ceux qui sont les plus seuls dans leur classe. C'est-à-dire qu'ils ne se visitent jamais les uns les autres pour s'observer. Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ne viennent pas dans les classes regarder ce qui s'y passe. Et donc, du coup, les enseignants français ont très peu d'opportunités de feedback sur leur pratique. Et quand même, avoir du feedback sur sa pratique, c'est quand même un levier essentiel pour améliorer ses pratiques. Donc ça, c'est vraiment dommage. Il faudrait que la culture change un petit peu là-dessus, de manière à ce que les enseignants aient l'occasion d'avoir un petit peu plus de retour sur ce qu'ils font dans leur classe. Est-ce qu'il y a une autre question? Une question sur les leviers pédagogiques en maternelle pour permettre aux filles d'avoir des résultats équivalents à ceux des garçons, avec une demande éventuellement de pistes de lecture. Alors, est-ce que, ceci dit, en tout cas, les études nationales, les statistiques de la DEP indiquent que c'est de mi-CP qu'il y a un basculement et que l'écart se creuse. Donc finalement, peut-être que les leviers pédagogiques, ils sont peut-être davantage à interroger à partir du mi-CP plutôt qu'en maternelle, puisque c'est là que c'est identifié comme, je dirais, problématique d'un point de vue d'égalité. Et Ouna répond en effet sur la question des préjugés qu'on a tous et toutes en tant qu'être humain. Et en fait, sur en effet la piste des pédagogies sensibles au genre, qui montre aux enseignants comment reconnaître et gérer ces points-là en classe. Oui, vous avez raison, Élodie, sur la question de l'écart se creuse, pas en toutes les compétences, on le voit. D'ailleurs, c'est intéressant, alors de mémoire, justement, une compétence que les garçons réussissent mieux, c'est quand c'est les exercices de vitesse. Peut-être qu'il y a un côté au niveau de la réflexivité, du temps, mais en tout cas, la question de la vitesse est un élément, en tout cas, qui met les filles en peine. Eh bien, je crois comme le temps est écoulé, voilà, ça mériterait d'autres conférences et tables rondes, ce sujet, puisque là, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait évoquer. Donc là, on a choisi d'entrer par la question du genre. Et mais donc, on a pu se consacrer à cette question-là, mais toutes les compétences, si on regardait dans le détail, effectivement, voir les différences entre les compétences mériteraient d'autres échanges. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Donc, merci beaucoup à Ouna, Leïla, Christophe et Franck pour les réflexions, les échanges et vos analyses. Merci à toutes les participantes et participants de votre écoute et présence également. Donc, cette table ronde fera l'objet d'une note de blog qui sera publiée dans le Café pédagogique et sur le blog des terrains innovants. Donc, vous pourrez la retrouver avec les éléments indiqués, les bibliographies et les ressources, et la revoir en replay pour continuer à la faire vivre. Donc, à bientôt pour une prochaine conférence, donc le mois prochain. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup.